Quand on parle du français, une expression revient souvent avec une élégance presque naturelle, la langue de Molière. Mais pourquoi Molière? Pourquoi le nom d'un dramaturge du XVIIe siècle est-il devenu le symbole d'une langue parlée aujourd'hui sur plusieurs continents, par des centaines de millions de personnes? Pourquoi ne dit-on pas la langue de Victor Hugo, la langue de Voltaire, ou encore la langue de Rousseau? Derrière cette expression se cache une histoire fascinante, faite de génie littéraire, de satire sociale, de pouvoir royal, de prestige culturel, et d'un homme qui a transformé les mots en miroir de la société. Car Molière n'était pas simplement un écrivain. Il était un observateur redoutable. Un chirurgien du comportement humain. Un homme capable de faire rire un roi tout en dénonçant les hypocrisies de son époque. Son véritable nom était Jean-Baptiste Poquelin. Né à Paris en 1622, dans une famille bourgeoise aisée, rien ne le destinait vraiment à devenir l'un des plus grands symboles de la culture française. Son père était tapissier du roi, une position prestigieuse qui lui ouvrait les portes d'une vie stable et confortable. Il aurait pu suivre ce chemin tout tracé. Mais certains destins refusent la tranquillité. Très jeune, Jean-Baptiste découvre le théâtre. Et il ne s'agit pas d'un simple intérêt passager. C'est une passion dévorante. À une époque où devenir comédien était souvent mal vu, presque scandaleux pour certains milieux sociaux, il choisit pourtant cette voie. Il abandonne les privilèges d'une carrière respectable pour monter sur scène. Un choix audacieux. Presque insensé. Il fonde une troupe de théâtre avec Madeleine Béjart et prend un nouveau nom, Molière. Pourquoi ce pseudonyme? Le mystère demeure encore aujourd'hui. Mais ce nom allait bientôt traverser les siècles. Les débuts sont difficiles. Très difficiles. La troupe fait faillite. Molière connaît même la prison pour dette. Oui, celui qui deviendra l'un des plus grands auteurs français a commencé dans l'échec et l'humiliation. Mais parfois, les plus grandes légendes naissent précisément dans l'adversité. Pendant plus de 10 ans, il parcourt les provinces françaises avec sa troupe. Il observe. Il écoute. Il apprend. Il découvre la France réelle, loin des salons aristocratiques de Paris. Les bourgeois prétentieux. Les médecins arrogants. Les religieux hypocrites. Les maris jaloux. Les faux savants. Les nobles ridicules. Toute cette galerie humaine deviendra plus tard la matière vivante de ses œuvres. Et c'est là que réside une première clé de son influence sur la langue française. Molière écrivait le peuple autant qu'il écrivait pour lui. Il capturait la parole vivante. Le langage du quotidien. L'éthique de langage. Les absurdités sociales. Les contradictions humaines. Son français n'était pas seulement beau. Il était vivant. Respirant. Reconnaissable. Universel. Lorsqu'il revient à Paris, tout change. Sa troupe attire l'attention. Et bientôt, celle du roi lui-même, Louis XIV. Le roi Soleil. Le monarque le plus puissant d'Europe. Louis XIV adore le spectacle, le faste, la mise en scène du pouvoir. Et Molière comprend parfaitement cet univers. Il devient protégé du roi. Un privilège immense. Mais aussi une position dangereuse. Car faire rire le roi est une chose. Faire rire de la société en est une autre. Et Molière excellait dans les deux. Avec des œuvres comme Tartuffe, le misanthrope, l'avare, les femmes savantes, le bourgeois gentilhomme ou encore le malade imaginaire, il ne se contente pas de divertir. Il dissèque la société. Tartuffe, par exemple, provoque un scandale immense. Pourquoi? Parce qu'il attaque l'hypocrisie religieuse. Le personnage principal n'est pas un vrai dévot, mais un manipulateur utilisant la religion pour tromper et dominer. L'Église s'indigne. Les puissants protestent. La pièce est interdite. Mais le public comprend. Parce que Molière touche juste. Il ose dire ce que beaucoup pensent en silence. Et c'est précisément là qu'il devient plus qu'un auteur. Il devient une conscience collective. Une voix. Un miroir. Une référence. Prenons une comparaison culturelle. En Angleterre, on parle parfois de la langue de Shakespeare. En Italie, Dante symbolise la naissance de l'italien littéraire. En Espagne, Cervantes incarne l'esprit de la langue castillane. Mais en France, Molière occupe une place unique. Pourquoi? Parce qu'il ne représente pas seulement la beauté de la langue. Il représente son intelligence sociale.
Sa finesse. Son ironie. Sa précision. Le français de Molière n'est pas seulement élégant. Il est chirurgical. Chaque phrase frappe. Chaque dialogue révèle. Chaque mot a un poids. Il savait que le rire est souvent l'arme la plus puissante. On accepte plus facilement une vérité douloureuse lorsqu'elle arrive déguisée en comédie. Et cela, Molière l'a maîtrisé comme personne. D'ailleurs, de nombreuses expressions françaises trouvent leur popularité ou leur force symbolique dans ses œuvres. Ces personnages sont devenus des archétypes. Un Tartuffe, aujourd'hui encore, désigne un hypocrite. Un Harpagon évoque immédiatement l'avarice extrême. C'est rare. Très rare. Peu d'écrivains entrent ainsi dans le langage quotidien. Cela signifie qu'ils ont dépassé la littérature pour devenir culture vivante. Et Molière a franchi cette frontière. Mais il y a aussi une ironie tragique dans son histoire. L'homme qui a tant donné au théâtre meurt presque sur scène. En 1673, lors d'une représentation du Malade imaginaire, Molière joue Argan, un homme obsédé par la maladie. Pendant la représentation, il est réellement souffrant. Pris de convulsions, affaibli, il termine pourtant la pièce. Le public applaudit. Quelques heures plus tard, il meurt chez lui. Cette scène est devenue presque mythique. Comme si le théâtre refusait de le laisser partir autrement. Comme si Molière devait quitter le monde en acteur, jusqu'au dernier souffle. Et pourtant, même après sa mort, le combat continue. Parce qu'à cette époque, les comédiens sont mal vus par l'Église. Ils sont considérés avec méfiance. Molière, malgré sa gloire, rencontre des difficultés pour obtenir une sépulture religieuse. Imaginez cela. L'homme applaudi par le roi, admiré par le peuple, contesté par les puissants, même dans la mort, reste un personnage dérangeant. C'est peut-être aussi cela qui le rend immortel. Il n'était pas confortable. Il était nécessaire. Alors comment son nom est-il devenu synonyme de la langue française? Ce n'est pas arrivé en un jour. C'est le résultat d'un lent processus culturel. Au fil des siècles, l'école française joue un rôle immense. Les générations d'élèves découvrent Molière très tôt. On lit ses pièces. On les joue. On les étudie. On les cite. Il devient presque un passage obligatoire dans la construction intellectuelle française. Pour beaucoup, la première rencontre avec la grande littérature française se fait à travers lui. Il devient familier. Presque intime. Puis vient la consécration institutionnelle. La Comédie Française, fondée peu après sa mort, est souvent surnommée la Maison de Molière. Ce n'est pas un hasard. Même s'il n'en fut jamais officiellement membre puisqu'elle fut créée après sa disparition, son esprit y règne encore. Son ombre habite la scène. Son héritage structure l'institution. Et lorsque l'on appelle la Comédie Française la Maison de Molière, on affirme quelque chose de puissant, il est devenu le cœur symbolique du théâtre français. Par extension, de la langue elle-même. Le français n'est pas seulement une langue administrative ou académique. C'est une langue de scène. De dialogue. De nuances. De duel verbal. Et personne n'a mieux incarné cela que Molière. Il y a aussi un aspect profondément politique. La France a longtemps associé sa langue à son prestige international. Parler français, surtout au XVIIIe et XIXe siècle, était un signe de raffinement en Europe. Les cours royales étrangères apprenaient le français. Les diplomates l'utilisaient. Les élites le recherchaient. Et dans cette image du français comme langue de culture, Molière servait de vitrine idéale. Brillant. Spirituel. Universel. Il représentait la France intellectuelle. La France élégante. La France qui pense autant qu'elle parle. Même aujourd'hui, cette symbolique reste forte. Quand on célèbre la francophonie, quand on défend la richesse du français face à la mondialisation linguistique, le nom de Molière revient souvent. Pas seulement comme hommage historique. Comme drapeau culturel. Dire la langue de Molière, ce n'est pas juste parler du français. C'est évoquer tout un héritage. Une certaine idée de la pensée. Du style. De la liberté d'expression. De la critique sociale. De l'art du mot juste. C'est presque une philosophie. Et pourtant, ce qui rend Molière si moderne, c'est qu'il parlait avant tout de nous. Relisez ses œuvres aujourd'hui. Les faux experts existent toujours. Les hypocrites aussi.
Les manipulateurs sentimentaux. Les obsédés de l'apparence sociale. Les vaniteux. Les crédules. Les arrogants. Les ridicules. Le monde a changé. L'humain, beaucoup moins. C'est cela, le génie. Créer des personnages du XVIIe siècle qui semblent avoir un compte sur les réseaux sociaux au XXIe. Molière ne vieillit pas parce qu'il écrivait l'homme, pas seulement son époque. Et la langue française, à travers lui, devient une machine d'observation du réel. Précise. Élégante. Implacable. Il y a une phrase célèbre qui résume parfaitement son art, corriger les hommes en les divertissant. Faire rire pour faire réfléchir. Voilà sa mission. Voilà pourquoi son nom dépasse la littérature. Voilà pourquoi il est devenu un emblème linguistique. Car une langue n'est pas seulement un dictionnaire. C'est une manière de voir le monde. Une façon de nommer les défauts humains. De dénoncer l'absurde. D'aimer la nuance. De transformer l'esprit en dialogue. Et Molière a donné aux Français cette puissance spectaculaire. Il l'a mis sur scène. Il l'a rendu vivant. Il l'a rendu inoubliable. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un parler de la langue de Molière, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas simplement un hommage à un écrivain célèbre. C'est la reconnaissance d'un homme qui a capturé l'âme d'une langue. Un homme qui a montré que les mots peuvent divertir, blesser, libérer, dénoncer et survivre autant. Un homme qui a transformé le théâtre en miroir national. Et le français en patrimoine vivant. Molière n'a pas seulement écrit en français. Il a aidé le français à devenir ce qu'il est. C'est peut-être pour cela qu'on ne dit pas seulement qu'il était un grand auteur. On dit qu'il est la langue elle-même. Et tant qu'il y aura des hypocrites à démasquer, des ridicules à observer, des vérités à dire avec élégance, la langue de Molière continuera de parler.